Chapitre 1. Le départ de la gare de Lyon. La gare de Lyon, à Paris, est un temple dédié au mouvement, un tumulte de fer, de charbon et d'adieux précipités. Ce soir-là, le train bleu, ce joyau de la Compagnie internationale des wagons-lits, attendait ses passagers avec la dignité d'un monarque. Pour Hercule Poirot, cependant, le voyage n'était pas une simple translation géographique vers la Côte d'Azur. C'était une étude sur la précision. « Regardez, Georges, » dit Poirot à son fidèle domestique en ajustant son cache-nez avec une rigueur géométrique. La symétrie de ce convoi est presque satisfaisante. Voyez-vous comment les bagages sont empilés? Un chaos relatif, certes, mais l'ordre finira par triompher dès que les roues commenceront à tourner. Poirot s'arrêta un instant, ses yeux de chat brillants sous la lumière crue des lampadaires électriques. Son attention fut attirée par un groupe qui fendait la foule avec une arrogance toute particulière. Au centre se trouvait Simone Legrand. Elle ne marchait pas. Elle flottait dans un nuage de fourrure de vison et de parfum de jasmin. Un parfum trop lourd, pensa Poirot, pour un espace aussi clos qu'un wagon-lit. À ses côtés, le comte de Valmy affichait une raideur tout aristocratique. Son visage, sculpté dans l'orgueil, ne laissait filtrer aucune émotion. Mais ses mains, gantées de peau de Suède, serraient nerveusement la canne aux pommeaux d'argent qu'il portait. Derrière eux, une jeune femme aux yeux baissés, la camériste Jeannette, portait avec peine une mallette de cuir rouge et plusieurs cartons à chapeau. « Elle est magnifique, n'est-ce pas ?» murmura une voix derrière Poirot. Le détective se retourna. C'était Marcus Sterling, le producteur américain. Son manteau de laine épaisse était déboutonné, et il mâchonnait un cigare éteint avec une vigueur qui trahissait une irritation profonde. « Magnifique, certes, monsieur Sterling, » répondit Poirot d'un ton poli. « Mais la beauté est souvent un masque que la vérité porte pour ne pas effrayer les passants. »« Oh, pour Simone, c'est un outil de travail, » grogna Sterling avant de s'éloigner vers sa voiture. Poirot monta à bord. L'intérieur du train bleu était un sanctuaire de marqueterie de bois précieux, de cuivre poli et de velours bleu profond. Le conducteur, un homme nommé Pierre, au visage parcheminé par des années de service, vérifiait les billets avec une obséquiosité machinale. « Monsieur Poirot, quel honneur de vous revoir, » dit Pierre en s'inclinant légèrement. « Votre compartiment est le numéro 7, juste à côté de celui de mademoiselle Legrand et de monsieur le comte. » Poirot hocha la tête, mais son regard s'attarda sur un autre passager qui remontait le couloir étroit. Un homme grand, vêtu d'un costume sombre un peu élimé, dont les yeux fiévreux semblaient brûler d'une rancœur ancienne. C'était Poliakov. Il bouscula presque la vieille Lady Westbourne, qui laissa échapper un cri d'indignation étouffé. « Quel rustre !» s'exclama-t-elle en ajustant son lorgnon. « Dans mon temps, on savait céder le passage à une dame. » Poirot s'installa dans son compartiment. Tout était à sa place. Les serviettes étaient pliées en carré parfait. Le lit était tendu. Pourtant, une légère note discordante flottait dans l'air. Il sortit sa montre de gousset. 20 heures. Le train s'ébranla dans un gémissement de métal. Alors que Paris s'éloignait dans la nuit, Poirot entendit des éclats de voix à travers la paroi mince. La cloison entre le compartiment 7 et le 8, celui de Simone Legrand, ne parvenait pas à étouffer la querelle. « Tu ne comprends pas, Simone. C'est une question de nom, » criait le comte de Valmy. « Ton nom ne vaut rien sans mon argent, » répliqua la diva,
sa voix montant dans les aigus. Une octave de tragédie grecque. Je ferai ce que je veux, et ce deuxième billet prouve que je ne compte pas rester sous ton aile indéfiniment. Un bruit sourd, comme celui d'un objet lourd tombant sur le tapis, suivit cette déclaration. Puis, un silence de plomb retomba sur le wagon, seulement rompu par le rythme lancinant des rails. Tadam, tadam, tadam. Hercule Poirot fronça les sourcils. Ses petites cellules grises s'agitaient déjà. Pourquoi 2 billets? Et pourquoi cette haine palpable sous le baiser de façade? Il décida de se rendre au wagon-restaurant pour un dernier bouillon de 11 heures. En sortant de son compartiment, il croisa le conducteur qui transportait un plateau de rafraîchissement vers la suite de mademoiselle Legrand. Elle a demandé de ne pas être dérangée avant demain matin, monsieur Poirot, murmura Pierre en évitant le regard du détective. Elle dit qu'elle veut dormir jusqu'à la Méditerranée. Poirot nota que la main du conducteur tremblait légèrement. En passant devant la porte du numéro 8, le détective remarqua une petite chose au sol. Il se baissa, ses articulations craquant discrètement. C'était un bouton de nacre, identique à ceux qui ornaient les poignets de la robe de chambre de la camériste Jeannette. Mais ce bouton était taché d'une substance sombre et poisseuse, qui n'était certainement pas du vin rouge. Le train entrait alors dans un long tunnel, plongeant le couloir dans une obscurité presque totale. Soudain, un courant d'air froid balaya les jambes de Poirot. Une porte s'était ouverte, ou peut-être une fenêtre. Puis, un cri, un seul, aigu et soudainement étouffé, déchira le ronronnement mécanique de la locomotive. Poirot resta immobile, sa main agrippée à la main courante en cuivre. L'obscurité dura 10 secondes, qui parurent des heures. Lorsque la lumière revint, le couloir était vide. Mais sur la porte blanche du compartiment de Simone Legrand, une fine trace rouge commençait à couler, lentement, vers la moquette bleue. « Mon Dieu !» murmura Poirot. Le spectacle a commencé plus tôt que prévu. Otvet Gemini. C'est entendu, monsieur. La tension monte d'un cran. Alors que le train dévore la distance vers le sud, le crime s'installe confortablement dans le wagon numéro 1000. Voici la suite de notre intrigue. Chapitre 2. La porte verrouillée et l'énigme du manteau. Le silence qui suivit le cri était plus terrifiant que le bruit lui-même. Hercule Poirot, resté immobile dans le couloir, sentit une légère vibration sous ses pieds. Le train accélérait. Il ne perdit pas une seconde. Ses petites cellules grises, déjà en alerte, le poussèrent vers la porte du compartiment numéro 8. « Pierre, conducteur, appelez monsieur le comte, immédiatement !» ordonna Poirot d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. Le conducteur, blême, accourut. « Mais, monsieur Poirot, mademoiselle a été très claire. Elle ne veut pas... »« Mademoiselle ne veut plus rien du tout. Je le crains, » coupa le détective en désignant la trace écarlate qui maculait la paroi laquée. « Ouvrez cette porte. » Le comte de Valmy sortit de son propre compartiment, son visage d'une pâleur de craie, contrastant avec sa robe de chambre en soie bleu nuit. « Que se passe-t-il, Simone? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? » « Monsieur le comte, restez en arrière, » dit Poirot avec une autorité calme. « Pierre, la clé. » Le conducteur introduisit la clé de service, mais elle buta contre un obstacle. « C'est verrouillé de l'intérieur par la chaîne de sûreté, monsieur, » bégaya-t-il. Et le loquet est poussé. Poirot ne s'étonna pas. Un mystère sans porte close serait comme un repas sans vin. Fort peu satisfaisant. Sur son ordre,
le conducteur et le comte durent unir leurs forces pour forcer le battant. Dans un fracas de bois et de métal arraché, la porte céda enfin. L'odeur frappa Poirot en premier. Un mélange écœurant de jasmin capiteux et d'une odeur métallique, celle du sang frais. Le compartiment était plongé dans une pénombre bleutée. Seule la lampe de chevet projetait une lueur vacillante. Simone Legrand était étendue sur sa couchette. Elle semblait dormir, le visage tourné vers la cloison. Mais l'angle de son cou et la tache sombre qui s'élargissait sur l'oreiller de dentelle ne laissaient aucun doute. Elle portait un manteau de voyage en laine grise, un choix étrange pour dormir, et ses mains étaient arrogantées. « Mon Dieu! Simone !» s'écria le comte, s'effondrant presque contre le cadre de la porte. Poirot l'écarta doucement, mais fermement. « Ne touchez à rien, monsieur le comte. L'ordre est la première loi de l'enquête. » Le détective sortit une petite loupe de sa poche et commença son inspection, se déplaçant avec la précision d'un chat dans cet espace restreint. Ses yeux de jade passèrent du corps à la fenêtre. « La fenêtre est fermée et verrouillée, » murmura-t-il pour lui-même. « Le loquet est intact. Personne n'est sorti par là. » Il se pencha sur la victime. C'est alors qu'une petite ride apparut sur son front. « Tiens, tiens, quelle idée. »« Qu'y a-t-il, Poirot ?» demanda le comte, la voix tremblante. « Ce manteau, monsieur le comte. Regardez les boutons. Le deuxième bouton est passé dans la troisième boutonnière. Une femme aussi élégante que mademoiselle Legrand ne commettrait jamais une telle erreur de symétrie, même dans l'obscurité ou la hâte. » Poirot souleva délicatement le bord du manteau. Dessous, la victime portait une robe de soirée étincelante, mais un détail attira l'attention du détective. Ses pieds. Elle portait des chaussures de satin noir, mais les semelles étaient couvertes d'une fine couche de poussière noire et granuleuse, du charbon de locomotive, alors que le tapis du wagon était d'une propreté impeccable. Il se tourna vers la petite table de nuit. Le sac à main de la diva était ouvert. Poirot utilisa ses pincettes pour en extraire 2 morceaux de carton. « 2 billets de train, » observa-t-il. « L'un au nom de Simone Legrand, pour Nice. L'autre, au nom de Jeanne Laroche, pour la même destination, mais sur un trajet différent, partant de la gare de La Roche-Migène, là où le train a effectué son arrêt technique il y a 1 heure. » Soudain, Poirot remarqua un objet sous la table, un éclat de verre provenant d'un flacon de parfum brisé. Il le porta à son nez. Étrange, ce n'est pas le jasmin de mademoiselle. C'est une odeur de lavande, très simple, presque domestique. Il se redressa et fixa les passagers qui s'attroupaient désormais dans le couloir. Marcus Sterling, l'air sombre. Lady Westbourne, dissimulant son horreur derrière un mouchoir. Et au fond, la silhouette effacée de Jeannette, la camériste, dont les mains s'agitaient convulsivement. « Monsieur le conducteur, » dit Poirot d'un ton sec, « faites en sorte que personne ne quitte ce wagon. Le crime a eu lieu dans un espace clos, mais la solution, elle, voyage peut-être déjà vers la mer. » Il jeta un dernier regard au corps. Quelque chose ne collait pas. Le volume du corps sous le manteau lui paraissait inhabituel. Il nota mentalement l'absence de la boîte à chapeau rouge que la camériste portait sur le quai. « Dites-moi, monsieur le comte, » demanda soudain Poirot, « votre fiancée portait-elle ce manteau gris lorsqu'elle est montée dans le train à Paris ?» Le comte fronça les sourcils, cherchant dans ses souvenirs. « Non, elle portait son vison. Je n'ai même jamais vu ce manteau gris auparavant. » Poirot hocha la tête, un petit sourire énigmatique aux lèvres.
Précisément. Les vêtements nous disent souvent qui nous sommes, mais parfois, ils servent à nous dire qui nous ne sommes pas. Il sortit du compartiment et referma la porte, laissant le mystère macabre derrière lui. Le train bleu continuait sa course folle, emportant avec lui un cadavre, un amant brisé et un assassin qui, Poirot en était certain, devait se croire bien à l'abri derrière les règles de la logique. « Le prochain arrêt est Lyon-Perrache, n'est-ce pas ?» demanda Poirot au conducteur. « Oui, monsieur Poirot, dans 40 minutes. »« Bien. J'aurai besoin d'une liste complète de tous les passagers ayant quitté le train ou étant montés lors de l'arrêt technique à La Roche-Migène. Les petites cellules grises ont fin de fait, mon ami. Et pour l'instant, nous n'avons que des mensonges habillés en soie. » Chapitre 3. L'interrogatoire des ombres. Le wagon-restaurant du train bleu était une oasis de luxe lancée à travers la nuit bourguignonne. Les boiseries en acajou brillaient sous les lustres en cristal, et les tables étaient dressées avec une symétrie qui aurait dû apaiser l'âme d'Hercule Poirot. Pourtant, l'atmosphère était lourde d'une électricité statique que même le meilleur champagne ne pouvait dissiper. Poirot s'était installé à une table d'angle, observant les suspects un à un, comme un entomologiste examine des spécimens épinglés sous verre. « Monsieur le comte, » commença Poirot d'une voix douce, en s'adressant au comte de Valmy, qui triturait nerveusement son verre de cognac. « Vous nous avez dit que mademoiselle Legrand était montée à bord à Paris dans son manteau de vison. Pourtant, elle a été retrouvée dans un manteau de laine grise, boutonné de travers. C'est curieux, n'est-ce pas ?» Le comte redressa la tête, ses yeux injectés de sang. « Je vous l'ai dit, Poirot, je n'ai aucune explication. Simone était fantasque. Elle changeait d'avis comme de costume. Peut-être avait-elle froid. Le chauffage du train bleu est impeccable, monsieur le comte. On n'enfile pas un manteau de laine par-dessus une robe de soirée pour avoir chaud dans un compartiment de première classe. On le fait pour se cacher, ou pour être quelqu'un d'autre. » Poirot tourna son regard vers Marcus Sterling. Le producteur américain semblait plus irrité qu'attristé. « Et vous, monsieur Sterling ? Vous avez mentionné que la beauté de Simone était un outil de travail. Avait-elle terminé son dernier contrat ? » Sterling laissa échapper un rire amer. « Elle voulait le rompre, Poirot. Elle prétendait qu'elle allait devenir comtesse et que le cinéma était désormais indigne d'elle. Elle me coûtait une fortune en retard et en caprice. Mais de là à la tuer, j'ai besoin de mes stars vivantes pour remplir les salles, pas dans une boîte en sapin. »« Précisément, » murmura Poirot. « L'intérêt financier est un motif puissant, mais la survie l'est encore plus. » C'est alors que Poliakov, l'exilé russe, s'approcha de la table, titubant légèrement. Ses vêtements, bien que de bonne coupe, étaient élimés au coude. « Vous perdez votre temps, monsieur le détective, » lança-t-il d'une voix rauque. « Cette femme n'était qu'une voleuse. Elle m'a pris mes derniers diamants à Constantinople en 1922. Elle n'était pas Simone Legrand à l'époque. Elle s'appelait Jeanne, une petite danseuse de cabaret qui savait vider les poches des hommes désespérés. Jeanne, comme le nom sur le deuxième billet, nota Poirot avec un intérêt soudain. Jeanne Laroche. Le détective fit signe à la camériste. Jeannette, qui se tenait dans un coin, livide, ses mains cachées dans les plis de son tablier noir. « Approchez, mon enfant. Ne tremblez pas ainsi. Les petites cellules grises ne mordent pas. Dites-moi,
À quelle heure avez-vous vu votre maîtresse pour la dernière fois vivante? La jeune femme déglutit avec peine. C'était juste après l'arrêt technique à La Roche-Migène, Monsieur Poirot. Elle m'a demandé de lui apporter une infusion. Elle était déjà dans son lit, le visage tourné vers le mur. Elle m'a dit « Éteignez la lumière, Jeannette, et ne revenez que demain à Nice. » Et vous avez obéi? Oui, monsieur, naturellement. Pourtant, dit Poirot, en sortant de sa poche le bouton de nacre taché, ce bouton provient de votre propre vêtement, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé devant la porte du compartiment 8. Et l'odeur de lavande sur l'éclat de verre. N'est-ce pas votre parfum habituel, plutôt que le jasmin coûteux de mademoiselle? Le silence qui suivit fut interrompu par le sifflet strident de la locomotive alors que le train s'engouffrait dans un nouveau tunnel. Dans l'obscurité soudaine, Poirot entendit un bruit de verre brisé et un étouffement. Lorsque la lumière revint, la table de Poirot était renversée et Jeannette s'était évanouie sur la moquette. Mais ce n'était pas ce qui retint l'attention du détective. Sur la nappe blanche, quelqu'un avait déposé une petite carte de visite. Elle appartenait au comte de Valmy, mais au verso, des mots étaient griffonnés en hâte. Elle n'est jamais montée dans ce train à La Roche-Migène. Poirot se caressa la moustache avec une satisfaction évidente. Tiens, le complot s'épaissit. On nous a joué une pièce de théâtre, mes amis. Et comme dans toutes les mauvaises pièces, les costumes sont trop grands pour les acteurs. Il se tourna vers le commissaire de police de Nice, qui venait de monter au dernier arrêt et semblait totalement dépassé. « Monsieur le commissaire, je vous suggère de faire peser les bagages de tout le monde. Immédiatement. » Peser les bagages? Mais pourquoi, monsieur Poirot? Parce que, mon ami, la vérité pèse parfois plus lourd qu'un cadavre, surtout quand elle est cachée dans une boîte à chapeau qui a mystérieusement disparu. Poirot se leva, rangea sa montre de gousset et ajusta sa veste. Nous avons une morte, un faux nom, un bouton taché et un train qui avance trop vite. Mais ce que nous n'avons pas encore, c'est la raison pour laquelle une femme porterait des chaussures couvertes de poussière de charbon pour aller dormir. Il s'approcha de la fenêtre et regarda son propre reflet dans la vitre sombre. L'assassin pense avoir verrouillé la porte de la vérité, murmura-t-il. Mais il a oublié que Hercule Poirot possède le passe-partout de la logique. Chapitre 4. L'énigme des bagages et la boîte rouge. Le train roulait désormais dans la nuit noire vers le sud, un ruban de métal et de lumière fendant le silence de la campagne française. Hercule Poirot, debout au milieu du fourgon à bagages, observait les malles avec une désapprobation manifeste. Le désordre, même dans la soute d'un train, était pour lui une insulte à l'intelligence. « Regardez-moi ça, Pierre, » dit-il au conducteur qui l'accompagnait, une lanterne à la main. Des valises jetées sans aucun respect pour la verticalité. C'est déplorable. Le commissaire de police de Nice, un homme nommé Célestin, essuyait la sueur de son front malgré la fraîcheur de la nuit. « Monsieur Poirot, nous perdons un temps précieux. Pourquoi peser ces sacs? L'assassin est sûrement déjà loin, ou caché dans son propre lit. Au contraire, mon cher commissaire, l'assassin est ici, piégé par la vitesse et le fer. Mais il a commis une erreur de poids, littéralement. » Poirot désigna la grande malle de Simone Legrand. Elle était imposante, recouverte de cuir de Russie. À côté se trouvait la petite mallette de cuir rouge que la camériste Jeannette portait sur le quai à Paris.
Ouvrez la mallette rouge, ordonna Poirot. Le commissaire s'exécuta. À l'intérieur, point de bijoux ni de cosmétiques coûteux. On y trouva seulement une paire de bottines de rechange, un flacon de sel et une épaisse liasse de journaux datant de la semaine passée. Des journaux? S'étonna Célestin. Pourquoi une diva transporterait-elle du vieux papier? Pour simuler un poids, monsieur le commissaire, répondit Poirot, les yeux pétillants. Pour que la mallette paraisse pleine lorsqu'on la porte devant les témoins. Poirot se tourna vers les cartons à chapeau. Il y en avait 3. Il les ouvrit un à un. Les 2 premiers contenaient des créations de chez Rose Descate, des merveilles de feutre et de plumes. Le 3e, cependant, était vide. Tiens, tiens. Où est passé le chapeau qui devait se trouver ici? Ou plutôt, qu'est-ce qui occupait cet espace à la gare de Lyon? Le détective fit signe au conducteur de peser la malle principale de la victime. La balance afficha un chiffre. Poirot consulta alors un petit carnet qu'il avait sorti de sa poche. Le poids enregistré à l'enregistrement à Paris était de 42 kilos. Ici, nous en avons 45. 3 kilos de différence. 3 kilos de... Quoi? Il fit basculer la malle. Un bruit mat se fit entendre. En fouillant dans le double fond, Poirot en retira un objet enveloppé dans de la soie. Un flacon de parfum de lavande brisé, identique à l'éclat trouvé dans le compartiment, et une paire de gants de cuir d'homme, de taille moyenne, tachés de graisse de locomotive. « Monsieur le commissaire, » dit Poirot d'un ton grave, « le puzzle commence à s'assembler. Nous avons une boîte à chapeau disparue, un poids excédentaire et des gants de mécanicien dans la malle d'une star. Vous pensez que le meurtrier est un employé du train? Non, mon ami. Je pense que le meurtrier est quelqu'un qui connaît très bien les horaires et les arrêts techniques. Quelqu'un qui a eu besoin de se salir les mains pour accomplir une besogne fort peu élégante. Soudain, un cri retentit depuis le couloir des premières classes. Poirot et le commissaire se précipitèrent. Devant le compartiment de Lady Westbourne, la vieille aristocrate pointait un doigt tremblant vers le sol. « On m'a volé. Mes diamants. Le collier de ma grand-mère a disparu. » Poirot ne sembla pas surpris. Il fixa la porte du compartiment voisin, celui de Marcus Sterling, le producteur. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Sterling était assis, un verre de whisky à la main, l'air étrangement calme. « On fait beaucoup de bruit pour un peu de cailloux. Ne trouvez-vous pas, Poirot ?» dit-il d'une voix traînante. Poirot entra dans le compartiment et s'approcha de la fenêtre. Il remarqua une fine rayure sur le cadre en bois, comme si on avait forcé le loquet avec un outil métallique. Mais son regard descendit vers les chaussures de Sterling. Elles étaient impeccables, d'un noir de jais. « Vous avez raison, monsieur Sterling. Le vol est une distraction, une rouge-gorge, comme disent les Anglais, un moyen de détourner l'attention du véritable drame. » Le détective se tourna vers Lady Westbourne. « Madame, à quelle heure avez-vous remarqué la disparition de vos bijoux? » « À l'instant. J'ai voulu vérifier mon coffret après avoir entendu cette histoire de meurtre. » « Et avez-vous vu quelqu'un dans le couloir pendant le passage du tunnel de Verrey? » « J'ai vu une ombre. »« Une silhouette portant un manteau gris, » répondit-elle en frissonnant. Poirot échangea un regard laconique avec le commissaire. Le manteau gris, encore lui. Le vêtement que portait la morte. « Monsieur le commissaire, » dit Poirot en lissant sa moustache, « le meurtrier ne se contente pas de tuer. Il se promène.
Il utilise l'obscurité des tunnels pour circuler entre les wagons comme un fantôme de théâtre. Il ramassa un petit objet sur le tapis du couloir, juste devant la porte de Sterling. C'était un ticket de train, un billet de seconde classe, froissé, pour le trajet La Roche-Nice. Pourquoi un passager de première classe aurait-il un billet de seconde dans sa poche ? Murmura Poirot. À moins que ce ne soit pas un passager qui l'ait fait tomber. Poirot retourna vers le compartiment du crime, le numéro 8. Il regarda à nouveau le corps de Simone Legrand, ou du moins ce qu'il en paraissait. Il remarqua alors un détail qu'il avait omis. Sous la couchette, dépassant à peine, se trouvait une deuxième paire de chaussures, des souliers de marche robustes, totalement incongrus dans la garde-robe d'une diva. « Les petites cellules grises voient enfin clair, » dit Poirot à voix basse. L'assassin n'a pas seulement tué Simone Legrand, il l'a remplacée. Et le train bleu transporte désormais un passager qui n'existe pas sur la liste. Il se tourna vers Pierre, le conducteur. « Dites-moi, mon ami, la boîte à chapeau rouge, était-elle vraiment lourde quand vous l'avez montée à Paris ?» Pierre hésita, puis ses yeux s'agrandirent. « Maintenant que vous le dites, monsieur Poirot, elle était si légère que j'ai cru qu'elle était vide. Mais mademoiselle Legrand a insisté pour que je la porte avec extrême précaution. » Poirot sourit. Un sourire sans joie. « Le théâtre, Pierre. Tout n'est que théâtre. Mais le rideau va bientôt tomber, et je crains que les applaudissements ne soient remplacés par le bruit des menottes. » Chapitre 5. Le tunnel et la disparition des preuves. Le train bleu roulait maintenant à une allure vertigineuse. Le paysage de la Bourgogne n'était plus qu'un souvenir flou de collines sombres. Devant nous s'annonçait le tunnel de Bléziba, une gorge de ténèbres de 4 kilomètres de long. Hercule Poirot se tenait dans le couloir, une main appuyée sur la rampe en cuivre, l'autre lissant avec une minutie obsessionnelle sa moustache. À ses côtés, le commissaire Célestin semblait nerveux. « Monsieur Poirot, pourquoi rester ici ? Nous devrions interroger ce Sterling à propos des diamants. » « Patience, mon ami. Le vol des bijoux n'est que la poussière que l'on jette aux yeux du public pour masquer le mouvement de la main gauche. Ah, nous y sommes. » Le sifflet de la locomotive poussa un hurlement prolongé. Et soudain, le monde extérieur disparut. Le tunnel engloutit le train. À l'intérieur du wagon, les petites lampes de secours s'allumèrent, projetant des lueurs jaunâtres et tremblantes qui transformaient les visages des passagers en masques d'outre-tombe. C'est à ce moment précis que Poirot sentit un frôlement. Une silhouette, rapide comme une pensée coupable, passa derrière lui. Le détective tendit le bras, mais ne saisit que le vide. Un bruit sec, le claquement d'une portière de communication, retentit malgré le fracas du tunnel. « Commissaire, suivez cette ombre !» cria Poirot. Célestin s'élança, bousculant au passage le russe Poliakov qui sortait de sa cabine en jurant. Poirot, lui, ne bougea pas. Il resta immobile, les yeux fermés, écoutant. Il perçut un son inhabituel, le glissement d'une fenêtre que l'on ouvre, malgré l'interdiction formelle en plein tunnel. La lumière revint brusquement, alors que le train jaillissait de l'autre côté de la montagne. Le commissaire revint, essoufflé, tenant à la main un objet qu'il venait de ramasser au sol. Il s'est échappé vers le wagon-restaurant, monsieur Poirot. Mais regardez ce qu'il a laissé tomber. C'était le carnet de notes de Poirot. Le détective s'en saisit et l'ouvrit. Son visage, d'ordinaire si calme, se crispa légèrement. Sapristi, ils sont plus audacieux que je ne le pensais. Ils ont volé vos notes ?
Non, monsieur le commissaire. Ils ont arraché la page concernant le deuxième billet et la description des chaussures de marche. Quelqu'un dans ce train a très peur de la logique d'Hercule Poirot. Le détective retourna vers le compartiment de la victime. La porte était toujours gardée par le conducteur Pierre. Poirot entra, ferma la porte derrière lui et s'approcha de la fenêtre. Il passa son doigt sur le rebord. « De la suie fraîche, » murmura-t-il, « et des traces de graisse. » Il se tourna vers la couchette où reposait le corps de Simone. Un détail, un seul, le frappa comme une gifle. Le manteau de laine grise était maintenant boutonné. Parfaitement. La symétrie était revenue. Tiens, tiens. Le mort a-t-il retrouvé le sens de l'élégance? Ou avons-nous reçu une visite pendant que nous courions après des ombres dans le couloir? Poirot souleva le bras de la victime. Il n'y avait plus de montre au poignet. On nous a volé l'heure du crime, commissaire. On a emporté la montre de la victime parce qu'elle ne marquait pas la même heure que la nôtre. Il sortit dans le couloir et trouva le comte de Valmy qui discutait avec Lady Westbourne. Le comte semblait avoir repris contenance, son masque aristocratique de nouveau en place. « Monsieur le comte, » dit Poirot d'un ton sec, « à quelle heure exactement mademoiselle Legrand vous a-t-elle dit qu'elle se retirait pour la nuit? » À l'arrêt de Laroche-Migennes, Poirot. Elle est descendue un instant sur le quai pour prendre l'air, puis elle est remontée en disant qu'elle était épuisée. Elle est descendue sur le quai? Avec quelles chaussures? Le comte hésita. Ses escarpins de satin, je suppose. Pourquoi cette question ridicule? Poirot ne répondit pas. Il se tourna vers Lady Westbourne. Madame, quand vous avez vu cette silhouette en manteau gris dans le tunnel, portait-elle quelque chose à la main? Oui. Une sorte de sac. Non. Une boîte rouge, je crois. Elle se dirigeait vers la plateforme entre les wagons. Poirot se caressa le menton. Une boîte rouge jetée dans le noir. Une montre disparue. Et un bouton de nacre qui voyage. Monsieur le commissaire, je crains que nous ne devions attendre la prochaine station. J'ai besoin de vérifier la température du sol à Laroche-Migennes. La température du sol? Mais vous êtes fou, Poirot. Peut-être, mon ami. Mais ma folie a une méthode. Et cette méthode me dit que Simone Legrand n'est jamais remontée dans ce train à Laroche-Migennes. Celle qui est montée, c'était la mort elle-même, déguisée en actrice de cinéma. Poirot s'approcha de la fenêtre du couloir et fixa les étoiles qui défilaient. Le tunnel nous a caché la vérité, dit-il pour lui-même. Mais le soleil de la Riviera la fera éclater. Et ce sera une lumière bien cruelle pour certains d'entre vous. Chapitre 6. La station et les traces du quai. Le train bleu s'immobilisa dans un souffle de vapeur à la gare de Lyon-Perrache. L'aube pointait à peine, jetant une lumière livide sur les visages fatigués des voyageurs. Hercule Poirot, enveloppé dans son pardessus au col de fourrure parfaitement brossé, descendit sur le quai avec une précaution infinie, évitant les flaques d'huile comme s'il s'agissait de pièges mortels. Le commissaire Célestin le suivait, l'air sceptique. « Monsieur Poirot, nous ne resterons ici que 10 minutes. Que cherchez-vous donc sur ce béton froid? » « Je ne cherche pas, mon ami. Je vérifie une certitude, » répondit Poirot en s'accroupissant avec une raideur digne. Il sortit de sa poche une petite spatule d'argent et gratta délicatement la semelle des chaussures de marche qu'il avait emportées du compartiment numéro 8. Puis, il ramassa un échantillon de la poussière grise du quai de Lyon. « Regardez, commissaire. Cette poussière est granitique,
typique de la région lyonnaise. Mais voyez ce dépôt noirâtre et gras que j'ai retiré des chaussures de la victime. C'est du mâche fait de charbon de bois, un résidu que l'on ne trouve plus que dans les vieilles gares de triage, comme celle de La Roche-Migène. Poirot se redressa, ses yeux brillants d'une lueur triomphante. Mademoiselle Legrand, ou celle qui portait ses chaussures, a marché sur les voies à La Roche-Migène. Pas sur le quai propre, mais sur les ballastes, là où l'on manœuvre les wagons. Pourquoi une diva irait-elle salir ses pieds parmi les rails et la suie en pleine nuit? Pour monter dans le train en cachette, suggéra Célestin. Ou pour en descendre sans être vu par le conducteur, compléta Poirot. Le détective se tourna vers le fourgon à bagages où le comte de Valmy surveillait, d'un air sombre, le déchargement d'une malle. Poirot s'approcha de lui. « Monsieur le comte, une question de pure forme. Mademoiselle Legrand aimait-elle la botanique ?» Le comte fronça les sourcils, agacé. Quel rapport avec ce cauchemar? Non. Simone détestait la campagne. Elle disait que les fleurs lui donnaient le rhume des foins. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une petite tige de genêt coincée dans la dentelle de son oreiller. Le genêt ne fleurit pas dans un compartiment de train, monsieur le comte. Mais il pousse en abondance le long des talus de la ligne de chemin de fer, juste avant la Roche. Poirot laissa le comte à sa confusion et se dirigea vers le wagon-restaurant. Il y trouva Jeannette, la camériste, assise seule devant une tasse de café froid. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Mademoiselle Jeannette, » dit Poirot d'une voix de velours, « le temps des secrets est terminé. Votre maîtresse vous a demandé de prendre sa place, n'est-ce pas? C'est vous qui étiez dans le lit, la tête tournée vers le mur, quand le conducteur est passé. » La jeune femme éclata en sanglots, cachant son visage dans ses mains. « Elle m'a forcé, monsieur Poirot. Elle voulait... Elle disait qu'elle avait un rendez-vous secret à l'arrêt technique. Elle a mis mon manteau gris et elle est descendue par la porte de service. Elle m'a dit, « Jeannette, mets ma robe, mets-toi au lit et ne réponds à personne. Je remonterai au prochain signal. » Mais elle n'est jamais remontée, n'est-ce pas? Non, soupira-t-elle entre deux sanglots. Quand le train est reparti, j'ai attendu. Puis j'ai entendu un bruit sur la plateforme. J'ai cru que c'était elle. Mais la porte est restée fermée. Et puis, il y a eu ce cri. Poirot hocha la tête avec une tristesse feinte. Et la boîte à chapeau rouge, mon enfant? Qu'y avait-il dedans? Jeannette hésita, jetant un regard furtif vers la porte où apparaissait la silhouette de Marcus Sterling. Je ne sais pas. Elle ne me laissait jamais y toucher. Elle disait que c'était son assurance vie. Soudain, un employé de la gare accourut vers Poirot, tenant un papier à la main. « Monsieur Hercule Poirot, une dépêche urgente de Paris pour vous. » Poirot déchira l'enveloppe. Ses sourcils montèrent si haut qu'ils faillirent disparaître sous son chapeau. Nom d'un nom. Monsieur le commissaire, lisez ceci. La véritable Simone Legrand a été vue hier soir à Paris, quittant son appartement avec un homme de grande taille, 2 heures après le départ du train bleu. Un murmure de stupeur parcourut le petit groupe. Mais alors, qui est la femme morte dans le compartiment 8 s'écria Célestin. Poirot plia soigneusement la dépêche et la rangea dans sa poche. Son visage était devenu un masque de marbre. La femme morte, mon ami, est celle qui a joué le rôle de Simone Legrand
pour nous tromper tous. Une actrice jouant une actrice. Mais le metteur en scène de ce drame a commis une erreur fatale. Il a oublié que sur le train bleu, les billets sont nominatifs, mais la mort, elle, est anonyme. Il fixa le comte de Valmy, qui semblait soudain avoir vieilli de 10 ans. Monsieur le comte, je crois qu'il est temps de nous avouer la vérité sur votre fiancé. Ou devrais-je dire, sur votre complice. Le train siffla. Le départ pour Nice était imminent. En voiture, messieurs, lança Poirot. La mer nous attend, et avec elle, la fin de cette mascarade. Mais attention, quelqu'un dans ce convoi possède encore le deuxième billet. Et ce billet est un aller simple pour l'enfer. Chapitre 7. Le passé de Jeanne et le télégramme de la vérité. Le soleil commençait à dorer les oliviers de la vallée du Rhône. À l'intérieur du train bleu, le luxe semblait soudain fané, comme un décor de théâtre après la représentation. Hercule Poirot, installé dans son compartiment, lisait et relisait la dépêche reçue à Lyon. Ses sourcils formaient une ligne droite de concentration. On frappa à la porte. C'était le comte de Valmy. L'arrogance avait quitté ses traits, remplacée par une sorte de résignation hagarde. « Poirot, commença-t-il d'une voix sourde. Vous savez, n'est-ce pas? Je sais que vous n'avez pas perdu une fiancée, monsieur le comte. Vous avez perdu une alliée. La femme morte dans le compartiment 8 n'est pas Simone Legrand, la star que le monde admire. C'est Jeanne Laroche, une ancienne doublure, une femme qui partageait avec la star une ressemblance frappante et un passé criminel à Constantinople. Le comte s'assit lourdement sur la banquette. Simone, la vraie Simone, est à Paris. Elle a eu peur. Elle savait que Poliakov et d'autres la traquaient pour cette affaire de diamants de 1922. Elle a payé Jeanne pour prendre sa place dans le train, pour attirer les loups sur une fausse piste pendant qu'elle s'échappait vers l'Italie par une autre voie. Et vous, monsieur le comte, vous avez escorté cette doublure pour donner de la crédibilité à la farce, compléta Poirot. Mais l'amour du nom et la peur du scandale vous ont aveuglé. Vous ne saviez pas que Jeanne avait son propre plan. Poirot sortit le deuxième billet, trouvé dans le sac. Jeanne Laroche avait un billet pour descendre à La Roche-Migène. Elle comptait doubler la star, s'enfuir avec la boîte à chapeau rouge qui, je le parie, contient les fameux diamants, et laisser Simone face à ses dettes. Mais quelqu'un a anticipé son mouvement. Soudain, le conducteur Pierre apparut à la porte, hors d'haleine. « Monsieur Poirot, le Russe, Poliakov. Il s'est enfermé dans le fourgon de queue, et il menace de tout briser, si on ne lui rend pas son héritage. » Poirot se leva avec une agilité surprenante. Vite, l'homme est désespéré, et le désespoir est un mauvais conseiller pour la logique. Lorsqu'ils atteignirent le fourgon, Poliakov tenait un tisonnier, le regard fou. Le commissaire Célestin essayait vainement de le raisonner. « Elle m'a volé !» criait le Russe. « Jeanne, Simone, peu importe. Elles sont toutes les mêmes. J'ai vu Jeanne descendre sur les voies à l'arrêt technique. Je l'ai suivie dans l'ombre. Je voulais juste mes pierres. »« Et l'avez-vous tuée, monsieur Poliakov ?» demanda Poirot d'un ton glacial. « Non. Quand je l'ai rattrapée près des rails, elle n'avait plus la boîte rouge. Elle hurlait qu'on lui avait déjà volé. Elle a tenté de remonter dans le train par le marchepied alors qu'il redémarrait. J'ai vu une main la hisser à bord, une main gantée de cuir gris. » Poirot nota le détail.
les gants de mécanicien, trouvés dans la malle. Et après, le train a pris de la vitesse. Je n'ai pu que sauter sur le dernier wagon. Elle est entrée dans son compartiment. Et 2 minutes plus tard, j'ai entendu le cri. Poirot se tourna vers le commissaire. « Vous entendez, mon ami ? Jeanne est remontée à bord vivante, mais sans son trésor. Elle a été tuée parce qu'elle était devenue un témoin gênant pour celui qui lui avait dérobé la boîte rouge sur le quai. » Le détective retourna vers le centre du train. Il s'arrêta devant le compartiment de Marcus Sterling. La porte était fermée. Poirot ne frappa pas. Il resta là, humant l'air du couloir. « Toujours cette odeur de lavande, » murmura-t-il, mais mélangée à quelque chose d'autre, une odeur de graisse de moteur. Il sortit de sa poche le carnet de notes mutilé. L'assassin a arraché la page sur les chaussures de marche parce qu'il possède les mêmes. Et il a commis l'erreur de reboutonner le manteau de la victime après mon premier passage. Un acte de pur perfectionnisme. Un trait de caractère que je partage, hélas pour lui. Poirot fixa alors Lady Westbourne, qui passait, portant un plateau de thé. Ses mouvements étaient brusques. « Dites-moi, milady, votre collier de diamants, était-il assuré pour une somme dépassant sa valeur réelle ?» La vieille dame blêmit. Quelle insolence! L'insolence, madame, c'est de simuler un vol pour cacher un meurtre. Poirot se tourna vers le groupe rassemblé. Nous arrivons bientôt à Marseille. Avant cela, je vais demander à chacun de vous de me montrer ses mains. Pas ses gants, ses mains. Car le charbon de La Roche-Migène ne s'efface pas si facilement des cuticules, même avec du savon de luxe. Il y eut un mouvement de panique. Une silhouette tenta de s'éclipser vers la plateforme. « Restez où vous êtes » tonna Poirot. Les petites cellules grises ont fini leur travail. La reconstitution va commencer. Chapitre 8. La reconstruction et le piège des gants. Le train serpentait désormais le long des falaises de la Côte d'Azur, le bleu de la Méditerranée narguant la noirceur des événements de la nuit. Hercule Poirot avait fait rassembler tous les protagonistes dans le wagon-restaurant. L'endroit était désert, à l'exception du petit groupe entouré par le commissaire Célestin et 2 agents montés au dernier arrêt. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit Poirot d'un ton presque affable. « La symétrie exige que nous soyons tous face à face. » Il fit signe au conducteur Pierre de se tenir près de la porte. « Monsieur le commissaire, avant de désigner l'assassin, je vais vous montrer comment un crime impossible devient une simple question de logistique ferroviaire. » Poirot sortit de sa poche les gants de cuir gris trouvés dans la malle. Ces gants sont la clé. Ils sont tachés de graisse de locomotive. Pourquoi ? Parce que l'assassin a dû manipuler le levier de communication entre les wagons sur la plateforme extérieure, en plein vent, pendant l'arrêt technique de La Roche-Migène. Il se tourna vers Marcus Sterling. « Monsieur Sterling, vous avez dit que vous vouliez vos stars vivantes. Mais une star morte qui vous doit une fortune en contrat rompu peut rapporter gros si elle possède une assurance vie ou si elle transporte des diamants dont vous connaissez l'existence. »« C'est absurde, » cracha l'Américain. « J'étais dans mon compartiment. »« Vraiment ?» dit Poirot en souriant. « Où étiez-vous celui que Poliakov a vu hisser Jeanne à bord ? » Mais non, l'assassin est plus subtil. L'assassin est quelqu'un qui a le droit d'avoir de la lavande sur lui. Quelqu'un qui peut circuler sans attirer l'attention. Poirot s'approcha de Lady Westbourne. « Madame,
Vous avez simulé le vol de vos bijoux pour créer une diversion. Mais vous avez commis une erreur. Vous avez dit avoir vu une silhouette en manteau gris porter une boîte rouge. Or, à ce moment-là, la boîte rouge était déjà cachée. Vous ne pouviez pas la voir, à moins d'être complice de celui qui la détenait. La vieille dame s'agita, mais Poirot l'ignora et se tourna brusquement vers le comte de Valmy. « Monsieur le comte, vous avez dit que votre fiancé est descendu prendre l'air à la Roche. C'est vrai, mais ce n'était pas pour prendre l'air. C'était pour vous remettre la boîte à chapeau. Vous saviez que Jeanne comptait vous doubler. Vous l'avez interceptée sur le quai. Vous lui avez pris le trésor. Et quand elle a tenté de remonter pour vous dénoncer, vous l'avez aidée à monter, pour mieux l'étouffer, dans le secret du compartiment 8. Mensonge, hurla le comte. Je l'aimais. Vous aimiez le nom des Valmy, monsieur le comte. Et Jeanne Laroche menaçait de le traîner dans la boue. Poirot fit un signe de la main. Mais il y a un détail que l'assassin a oublié. Le deuxième billet. Un billet de seconde classe. Il est tombé de la poche de l'assassin quand il a bousculé M. Sterling dans le couloir. Ce billet porte une empreinte digitale très nette, faite avec de la graisse de moteur. Le détective sortit un petit poudrier et commença à saupoudrer le billet devant tout le monde. La graisse et la suie de Laroche-Migène sont d'excellents fixateurs pour les empreintes. Voyons qui a touché ce billet. Soudain, le conducteur Pierre fit un pas en arrière, la main sur la poignée de la porte. Son visage était devenu gris comme la cendre. « C'est lui !» cria la camériste Jeannette en pointant Pierre. « C'est lui qui m'a donné le flacon de lavande pour que je le cache. » « Exactement, » dit Poirot froidement. « Pierre n'est pas qu'un conducteur. Il est le frère de sang de Jeanne Laroche. Ils avaient comploté ensemble pour voler les diamants de la star. Mais Pierre a été gourmand. Il a tué sa propre sœur pour ne pas partager le butin avec elle ou avec le comte. Et il a utilisé son laissez-passer de service pour circuler entre les wagons pendant les tunnels. Pierre tenta d'ouvrir la porte pour sauter du train en marche, mais le commissaire Célestin fut plus rapide. Après une brève lutte, l'homme fut maîtrisé. Poirot rangea son poudrier. « Le billet est vierge, monsieur le commissaire. Je n'ai jamais eu besoin d'empreinte. La réaction de l'accusé suffit toujours quand on sait presser le bon bouton de la conscience. » Il se tourna vers la fenêtre. Le train entrait en gare de Cannes. « La symétrie est rétablie, » murmura Poirot. « Une voleuse morte, un traître sous les verrous, et un comte dont l'honneur est désormais aussi vide que sa boîte à chapeau. » Il ajusta sa montre. Midi pile. Les petites cellules grises peuvent enfin prendre un repos bien mérité devant une sole meunière. Chapitre 9. Le piège final et l'aveu du rail. Le train ralentissait à l'approche de Nice, ses roues grinçant contre l'acier, comme si la machine elle-même protestait contre la fin du voyage. Dans le wagon-restaurant, le silence était si dense qu'on aurait pu y enfoncer un couteau de service. Hercule Poirot, debout, dominait la scène avec une autorité tranquille, ses yeux fixés sur le conducteur Pierre. « Vous parlez de chaos, Pierre ?» dit Poirot d'une voix qui résonnait avec une étrange douceur. « Mais le chaos n'est qu'un ordre que l'on n'a pas encore appris à lire. Vous avez cru que l'obscurité du tunnel et la vitesse du train couvriraient vos péchés. Mais vous avez oublié que chaque geste laisse une trace. » Pierre, maintenu fermement par les agents de la force publique,
laissa échapper un rire nerveux, presque hystérique. Des traces? Quelles traces? Vous n'avez rien. Des théories, des suppositions de vieillard. Au contraire, répliqua Poirot, en levant un doigt impérieux. J'ai la symétrie. Regardez vos mains, Pierre. Vous avez essayé de les laver à grande eau dans le cabinet de toilette après le passage à la Roche-Migène. Mais la graisse de locomotive, celle qui sert à lubrifier les articulations des soufflets entre les wagons, est une substance tenace. Elle s'est logée sous vos ongles, dans les replis de votre peau de travailleur. C'est cette même graisse que j'ai retrouvée sur le bouton du manteau gris de la victime. Le détective fit un pas vers lui, réduisant l'espace vital du suspect. Vous avez aidé Jeanne à remonter, n'est-ce pas? Elle vous a fait signe depuis le ballast, paniquée parce que le comte de Valmy venait de lui arracher la boîte rouge sur le quai. Elle pensait trouver en vous un frère, un protecteur. Mais en la voyant revenir les mains vides, vous avez compris que votre plan de fortune s'écroulait. Vous l'avez hissé dans le compartiment, et là, entre le sifflement de la vapeur et le fracas des rails, vous l'avez étouffé avec un oreiller pour faire taire la seule personne qui pouvait vous lier à ce vol manqué. Elle allait nous faire prendre, hurla soudain Pierre, brisant sa façade de calme. Elle a paniqué. Elle voulait appeler la police, dénoncer le comte, tout avouer. Elle était faible. Elle était votre sœur, murmura Poirot. Ma sœur? Elle était un boulet. Elle voulait la vie de château, les diamants, les amants titrés. Et moi, je devais rester le petit conducteur qui apporte le café? Non, j'ai pris ce qui me revenait. Naturellement, monsieur. Vous avez raison. Une fin de cette envergure exige que l'on s'attarde sur les nuances de la culpabilité et sur l'atmosphère mélancolique du terminus. Voici une version considérablement enrichie de nos 2 derniers chapitres. Chapitre 9. Le piège final et l'aveu du rail. Le train ralentissait à l'approche de Nice, ses roues grinçant contre l'acier, comme si la machine elle-même protestait contre la fin du voyage. Dans le wagon-restaurant, le silence était si dense qu'on aurait pu y enfoncer un couteau de service. Hercule Poirot, debout, dominait la scène avec une autorité tranquille, ses yeux fixés sur le conducteur Pierre. « Vous parlez de chaos, Pierre ?» dit Poirot d'une voix qui résonnait avec une étrange douceur. Mais le chaos n'est qu'un ordre que l'on n'a pas encore appris à lire. Vous avez cru que l'obscurité du tunnel et la vitesse du train couvriraient vos péchés. Mais vous avez oublié que chaque geste laisse une trace. Pierre, maintenu fermement par les agents de la force publique, laissa échapper un rire nerveux, presque hystérique. Des traces? Quelles traces? Vous n'avez rien. Des théories, des suppositions de vieillard. Au contraire, répliqua Poirot, en levant un doigt impérieux. J'ai la symétrie. Regardez vos mains, Pierre. Vous avez essayé de les laver à grande eau dans le cabinet de toilette après le passage à la Roche-Migène. Mais la graisse de locomotive, celle qui sert à lubrifier les articulations des soufflets entre les wagons, est une substance tenace. Elle s'est logée sous vos ongles, dans les replis de votre peau de travailleur. C'est cette même graisse que j'ai retrouvée sur le bouton du manteau gris de la victime. Le détective fit un pas vers lui, réduisant l'espace vital du suspect. Vous avez aidé Jeanne à remonter, n'est-ce pas? Elle vous a fait signe depuis le ballast, paniquée parce que le comte de Valmy venait de lui arracher la boîte rouge sur le quai. Elle pensait trouver en vous un frère, un protecteur.
mais en la voyant revenir les mains vides, vous avez compris que votre plan de fortune s'écroulait. Vous l'avez hissée dans le compartiment, et là, entre le sifflement de la vapeur et le fracas des rails, vous l'avez étouffée avec un oreiller pour faire taire la seule personne qui pouvait vous lier à ce vol manqué. Elle allait nous faire prendre, hurla soudain Pierre, brisant sa façade de calme. Elle a paniqué. Elle voulait appeler la police, dénoncer le comte, tout avouer. Elle était faible. Elle était votre sœur, murmura Poirot. Ma sœur? Elle était un boulet. Elle voulait la vie de château, les diamants, les amants titrés. Et moi, je devais rester le petit conducteur qui apporte le café? Non, j'ai pris ce qui me revenait. Le commissaire Célestin intervint, montrant le billet de seconde classe. Et ce billet, Pierre, pourquoi l'aviez-vous? C'était mon sauf-conduit, répondit Poirot à la place du suspect. Pierre savait que si les choses tournaient mal, il devait pouvoir quitter le train en tant que passager anonyme à la prochaine station, sans l'uniforme qui le liait au crime. Mais il a commis l'erreur des gens trop méticuleux. Il est retourné dans le compartiment pour arranger la scène, pour reboutonner ce manteau qu'il avait mal fermé dans la hâte du meurtre. C'est ce besoin de perfection, Pierre, qui vous a trahi. Vous avez voulu être un artiste, mais vous n'êtes qu'un assassin. Alors que les agents l'entraînaient, Pierre jeta un dernier regard de haine vers le comte de Valmy. Vous n'êtes pas meilleur que moi, monsieur le comte. Vous avez volé une morte. Le comte baissa les yeux, incapable de soutenir ce reproche. La vérité, brute et sans phare, venait de souiller définitivement les dorures du train bleu. Chapitre 10. La résolution et le parfum du Sud. La gare de Nice s'ouvrit à eux comme un éventail de lumière et d'azur. L'air était lourd du parfum des mimosas et de l'iode, une promesse de repos qui semblait pourtant hors de portée pour les voyageurs du wagon numéro 1000. Sur le quai, l'agitation était à son comble. Les photographes de presse, alertés par un message du commissaire, attendaient déjà. Hercule Poirot, cependant, s'écarta de la foule. Il s'installa sur un banc de fer forgé, observant le déchargement des bagages. Le comte de Valmy s'approcha de lui, sa canne tremblant légèrement dans sa main gantée. « Poirot » commença-t-il, la voix enrouée. « Qu'advient-il de la boîte ?» Et de « Simone. La boîte rouge, monsieur le comte, est entre les mains de la justice. Elle contenait effectivement les diamants de la famille Poliakov, mais aussi une série de lettres, des lettres que la véritable Simone Legrand avait écrites à un certain agitateur politique à Paris. C'est pour cela que vous vouliez cette boîte, n'est-ce pas? Pas pour les pierres, mais pour protéger votre carrière diplomatique. » Le comte ne répondit pas, mais son silence était un aveu. Vous avez profité de la confusion sur le quai de La Roche-Migène pour voler celle que vous prétendiez aimer. Vous êtes un homme d'honneur, monsieur le comte, mais votre honneur s'arrête là où commence votre intérêt. Poirot se leva, ajustant sa veste avec une précision chirurgicale. Simone Legrand restera à Paris. Elle affirmera qu'elle n'a jamais quitté la capitale. Jeanne Laroche sera enterrée sous son propre nom. Une petite actrice qui a joué son dernier rôle avec trop de réalisme. Quant à vous, je vous suggère de réfléchir à la différence entre la réputation et la conscience. L'une est ce que le monde voit. L'autre est ce que vous voyez quand vous êtes seul dans l'obscurité d'un tunnel. Le commissaire Célestin s'approcha, rayonnant, un carnet de notes à la main.
Monsieur Poirot, une affaire magnifique. Le ministre lui-même veut vous remercier. Nous avons tout. Le mobile, l'arme, cet oreiller retrouvé dans le bac à linge sale, et le coupable. Vous avez tout, mon cher commissaire, sauf la paix de l'esprit, répondit Poirot avec un sourire mélancolique. Mais c'est le prix à payer pour la vérité. Le détective se tourna vers la mer. Il vit Jeannette, la petite camériste, qui s'éloignait seule sur le quai, portant sa propre petite valise. Elle n'avait plus de maîtresse, plus de but, mais elle était libre. Poirot souleva son chapeau en sa direction. Un hommage silencieux à la seule personne vraiment innocente de cette tragédie. « Venez, monsieur le commissaire, » dit Poirot en se détournant du train. Les petites cellules grises ont faim de quelque chose de plus consistant que des mensonges. Je connais un petit établissement sur le Vieux-Port où l'on sert une bouillabaisse dont la symétrie des saveurs est, m'a-t-on dit, presque parfaite. Il fit quelques pas, puis s'arrêta une dernière fois pour regarder le train bleu. La locomotive crachait ses dernières bouffées de vapeur. « Un voyage mémorable », murmura-t-il pour lui-même. « Mais la prochaine fois, Georges, rappelez-moi de prendre l'avion. Les rails ont trop de souvenirs, et le temps y est trop facile à manipuler pour ceux qui n'ont pas de cœur. » Hercule Poirot s'éloigna, sa silhouette courte et digne s'enfonçant dans l'éclatante lumière de midi, laissant derrière lui les ombres d'un crime que seule la logique la plus pure avait pu dissiper.